L'État togolais se lance dans un grand ménage dans les entreprises publiques. En septembre 2024, le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des entreprises publiques prouve à suffisance que les sociétés d'État au Togo sont en mode pilotage automatique. Plusieurs sociétés d'État n'ont pas versé de dividendes au Trésor public au cours de l'année 2022. Celles qui l'avaient fait n'avaient versé que des sommes dérisoires. Ce rapport avait fait réagir les organisations de la société civile qui ont appelé l'État togolais à réagir face à ce rapport. Les entreprises d'État, censées être des piliers économiques, font plutôt face à des défis majeurs en matière de gouvernance, de transparence et d'efficience. Selon le rapport de performance, c'est seulement 15 milliards de francs CFA qui ont été versés à l'État togolais en 2022 au titre des dividendes provenant d'une vingtaine de sociétés d'État. Ainsi, le gouvernement togolais veut miser sur un cadre législatif plus contraignant aux sociétés étatiques. Ce cadre est déjà en cours d'adoption. Il vise dans un premier temps le port autonome de Lomé, la compagnie énergie électrique du Togo CET, la Société nouvelle des phosphates du Togo SNPT, la Togolaise des eaux TDE, l'Union togolaise de banque UTB et la Loterie nationale togolaise Lonato. Désormais, ces sociétés seront soumises aux audits obligatoires à partir de cette année 2025. Le projet de loi est d'ailleurs en étude au Parlement. Adoptée, cette loi permettra de redéfinir les contours de la gestion publique au Togo. Par ailleurs, le pays a sollicité le Fonds monétaire international FMI pour un examen diagnostic de gouvernance publique. En 2024, le ministère de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme a mené diverses initiatives en faveur des populations vulnérables. Au total, 237 456 personnes ont bénéficié des programmes mis en place, dont 58,62% de femmes. Ces actions affichent un taux d'exécution physique de 85,11% et un taux de réalisation financière de 96,25%. Les projets en cours, notamment le projet d'autonomisation des femmes rurales au Togo PAFERT et le projet d'appui à l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées au Togo, visent à améliorer significativement la situation des personnes vulnérables. Le PAFERT se concentre sur l'amélioration des conditions de vie des femmes rurales à travers l'accès à la terre, l'amélioration du revenu, l'alphabétisation et la gestion financière. Comparé à 2023, le nombre de bénéficiaires a connu une baisse significative. L'année précédente, 933 484 personnes avaient été touchées, dont 54,65% de femmes et de filles. Les interventions de 2023 avaient concerné 259 817 personnes en situation de vulnérabilité. Le ministère avait également accompagné 364 945 enfants en matière de protection de l'enfance et 265 321 femmes dans des initiatives d'autonomisation. En outre, 43 401 personnes avaient bénéficié de programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Cette diminution du nombre de bénéficiaires en 2024 pourrait s'expliquer par une concentration des efforts sur des projets spécifiques visant un impact plus ciblé. Pour 2025, le ministère ambitionne de renforcer ses actions afin d'améliorer encore les conditions de vie des populations vulnérables. En Afrique, l'auto-emploi n'est pas une pratique nouvelle d'accès à l'emploi. Elle est même traditionnelle sur l'ensemble du continent dans la mesure où elle est en général la seule alternative qui s'offre aux populations les plus pauvres. Selon un rapport de la Banque mondiale, les micro-entreprises et les entités fondées par des auto-entrepreneurs, dont l'écrasante majorité évolue dans le secteur informel, fournissent 84% du total des emplois sur le continent. L'institution estime à 244,4 millions le nombre total des entreprises qui opéraient sur le continent en 2020. Parmi elles, plus de 230 millions sont des entités fondées par des auto-entrepreneurs. En effet, il s'agit des entreprises dont le propriétaire est l'unique employé. Le reste sont des entreprises qui emploient des travailleurs et qui sont des micro-entreprises, des petites entreprises, des moyennes entreprises ou encore de grandes entreprises. Bref, les entités commerciales lancées par des auto-entrepreneurs représentent 64% du total de la main-d'œuvre sur le continent, selon la Banque mondiale. Quant aux micro-entreprises ayant moins de 5 employés, elles occupent 20% de la main-d'œuvre.
Quelques heures après son accession à la Maison-Blanche, Donald Trump a procédé à la signature de plusieurs décrets retirant son pays de plusieurs accords internationaux, parmi lesquels l'accord mondial introduisant une taxation minimale de 15% sur les bénéfices des multinationales. Dans un rapport rendu public le 24 janvier dernier, l'Institut d'études de sécurité ISS Africa alerte sur l'implication du retrait des USA sur les économies africaines. Le rapport souligne que le retrait des USA entravera les efforts de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE visant à mettre un terme à une pratique répandue au niveau des multinationales qui se soustraient à leurs obligations fiscales en transférant leurs bénéfices des juridictions où elles gagnent de l'argent vers celles où les impôts sont moins élevés. Cette pratique, connue sous l'appellation de l'optimisation fiscale, a particulièrement affecté le continent africain durant plusieurs décennies. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED a estimé que les flux financiers illicites causent des pertes de plus de 88 milliards de dollars par an à l'Afrique. Un réseau d'ONG dont Tax Justice Network l'estime à 23,2 milliards de dollars par an. Le vrai problème ici, c'est qu'il est difficile d'isoler la composante évasion fiscale dans ces flux financiers illicites. Un groupe d'experts de l'Union africaine estime quant à lui que 65% des flux financiers illicites sont liés à des activités commerciales. Le Ghana a signé un protocole d'accord avec ses créanciers officiels, formalisant ainsi une restructuration de la dette convenue l'année dernière, a annoncé mercredi le ministère des Finances. Cette signature marque une nouvelle étape dans la longue saga de restructuration de la dette du producteur d'or et de cacao d'Afrique de l'Ouest, après son défaut de paiement sur la plupart de ses emprunts extérieurs en décembre 2022. Le Ghana et son comité officiel des créanciers étaient parvenus à un accord en juin dernier. Désormais, tous les pays créanciers participants ont signé l'accord qui prévoit un allègement significatif du service de la dette par rapport au programme de prêt du Fonds monétaire international. Le pays poursuit toutefois les discussions avec ses créanciers commerciaux externes afin de finaliser les accords de restructuration avec eux, selon le communiqué du ministère. Avec cette restructuration portant sur 13 milliards de dollars de dette internationale, le Ghana espère réduire son endettement de plus de 4 milliards de dollars au cours des 2 prochaines années et ainsi tourner la page de son défaut de paiement. Les gouverneurs des États de Borno au Nigeria et de la région de l'extrême nord du Cameroun ont officiellement rouvert le marché international du bétail de Banki, situé à la frontière entre ces deux pays. Ce marché avait été détruit par les insurgés de la secte Boko Haram, obligeant les commerçants de bétail comme Aladji Ghana à fuir vers le Cameroun. Nous sommes très heureux. Maintenant, tout le monde est fier de vivre en sécurité. Lorsque le bétail vient du Tchad, nous laissons les forces de sécurité prendre le relais et les escorter jusqu'ici dans de bonnes conditions. Désormais, les acheteurs de bétail étrangers peuvent venir de Lagos et d'autres endroits du Nigeria pour acheter du bétail et le transporter chez eux en toute sécurité. Avec la reconstruction de ce marché du bétail, les échanges commerciaux reprennent dans la sous-région du bassin du lac Tchad, un indicateur fort de l'amélioration de la sécurité dans cette zone et de la fin de la menace de Boko Haram. Faire revivre et réorganiser ce marché reste une priorité de notre administration pour relancer les moyens de subsistance et accélérer le redressement économique de toute la région touchée par la crise. J'appelle les pays voisins et leurs autorités à collaborer pour lever les restrictions sur le commerce transfrontalier. Les gouverneurs nigérians et camerounais présents à la réouverture du marché de Banki espèrent voir se créer à travers cette initiative de nouvelles opportunités économiques pour les commerçants locaux et internationaux. Le marché du bétail transformera le secteur agricole, favorisera la croissance économique, la sécurité alimentaire et la création d'emplois. Cela profitera non seulement à la jeunesse du Nigeria, mais aussi à nous, Camerounais. Le Cameroun et le Tchad jouent un rôle crucial dans l'approvisionnement en bétail du Nigeria. Le Tchad fournit à lui seul entre 600 000 et 800 000 têtes par an.
Poste frontière de Gisenyi au Rwanda. Ces hommes que l'on voit arriver sont des combattants du M23. Ils sont nombreux à être déployés ici, sur cette frontière stratégique, aux côtés des militaires rwandais. Des soldats bien armés, reconnaissables aux écussons qu'ils arborent sur leurs uniformes. Au poste frontière, les va-et-vient continuent. Un flux d'hommes, de femmes et d'enfants quitte la RDC et passe au Rwanda. Ici, c'est entre autres le personnel de la Banque mondiale. Mais les civils ne sont pas les seuls à quitter Goma et ses environs. Plusieurs dizaines de soldats roumains appartenant à une société militaire privée sont aussi à Gisenyi. Des paramilitaires contractés par Kinshasa en appui de l'armée congolaise. À quelques kilomètres de là, à Goma, règne un calme précaire. Le sort de la ville semble scellé ce mercredi. Les combattants du M23, soutenus par l'armée rwandaise, en occupent désormais la quasi-totalité. C'était un peu menaçant avec les coups de balles qu'on entendait, on a fait un peu peur. On nous a coupé la connexion, donc on est coupé du monde. C'est un peu ça qu'on réclame, qu'on remet le courant et la connexion. Mais surtout, à part ça, ça va. L'aéroport est tombé, le siège du gouvernement provincial a été pris et nombre de soldats congolais ont fui. Dans certains quartiers, on assiste à des scènes de pillage. C'est dans ce contexte particulièrement tendu que s'est tenue une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. La chef de la diplomatie congolaise a de nouveau appelé la communauté internationale à réagir. Il est temps maintenant pour le Conseil de sécurité d'agir. Des millions de personnes ont été déplacées. Des milliers de personnes sont piégées dans la ville assiégée de Goma, avec un accès restreint à la nourriture, l'eau, l'électricité. Des vies innombrables ont été perdues. Ça suffit. Une nouvelle tentative diplomatique a échoué mercredi. Le président congolais Félix Tshisekedi a refusé d'assister à une réunion avec son homologue rwandais Paul Kagame. Selon Vincent Karega, ambassadeur itinérant du Rwanda pour la région des Grands Lacs, le M23 va, je cite, continuer dans le sud Kivu parce que Goma ne peut pas être une fin en soi. Il est possible, dit-il, que le M23 marche jusqu'à la capitale Kinshasa et parvienne au final soit à un partage du pouvoir, soit à une prise du pouvoir totale. Une éventualité toutefois peu probable selon de nombreux experts. De leur côté, les autorités congolaises ont nommé un nouveau gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Kakule Somo Evariste, élevé au grade de général-major pour remplacer Peter Chirimwami, mort au combat. Alors que les combats se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation pour la première fois depuis que les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont emparés de la ville de Goma. Tout en affirmant qu'il privilégie la diplomatie, il a déclaré qu'il organiserait une riposte militaire. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisés, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Le président congolais a ouvertement accusé le Rwanda d'agir de manière à menacer la stabilité de la région. Le Congo et le Rwanda sont tous deux membres du bloc de l'Afrique de l'Est, aux côtés du Kenya, de la Tanzanie et d'autres États. M. Tshisekedi n'a pas participé au sommet de mercredi, contrairement au président rwandais Paul Kagame. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. Les 8 pays de la communauté d'Afrique de l'Est ont tenu un sommet d'urgence et ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans l'Est du Congo et à la négociation entre le Congo et le M23. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a également demandé l'arrêt de l'offensive rebelle en début de semaine. Les événements de cette semaine représentent l'escalade la plus grave du conflit, vieux de plusieurs décennies dans l'Est du Congo depuis 2012. Au Tchad, Succès Masra, le chef du parti de l'opposition Les Transformateurs, a exprimé sa volonté de travailler avec le président Mahamat Idriss Déby Itno.
Alors qu'il avait décidé de boycotter les législatives de décembre dernier remportées largement par le mouvement patriotique du salut au pouvoir, l'opposant a cette fois opté pour la politique de la main tendue envers son ex-rival, le président Déby Itno. Le 28 janvier, dans un discours diffusé sur sa page Facebook, Masra a reconnu les résultats des élections présidentielles, législatives et locales, réaffirmant sa confiance dans les institutions républicaines et le président élu Déby Itno. Il a aussi assuré de sa disponibilité pour travailler avec lui. L'armée sud-africaine a annoncé mercredi l'envoi de soutien à ses troupes en RDC après la mort de 13 soldats lors d'affrontements avec le M23, soutenu par le Rwanda. Le M23 a pris des villages et des villes au cours du mois dernier et nous le savions jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit appelé Sake où se trouve notre base opérationnelle, où nous sommes également situés avec la Tanzanie, le Malawi, ainsi qu'avec certains membres de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Ils ont donc attaqué cette base et nous avons alors réagi. Nous les avons effectivement repoussés. Les soldats sud-africains font partie de la mission envoyée au Congo par le bloc régional de l'Afrique australe, la SADC. Nos soldats sont de retour dans leur base et ils ne sont plus en contact avec le M23. Ils sont donc à leur poste et ils ont tous leurs biens avec eux. Encore une fois, nous travaillons à leur apporter davantage de soutien pour éviter toute perte de vie humaine. Mais nous devons nous assurer que même ceux qui apportent ces fournitures sont réellement en sécurité. L'armée sud-africaine travaille également au rapatriement des corps des soldats tombés au combat, un processus qui devrait prendre plus de temps que d'habitude en raison de la situation instable à Goma.